Alors, bonjour à tout le monde, que ce soit en visioconférence, en présentiel à Bourg-Saint-Maurice, avec nos jeunes mamans qui ont eu la gentillesse de quitter leur famille pour nous rejoindre, et en présentiel délocalisé, nouveau concept de Saint-Exupéry, au Musée du Lac, à la bibliothèque qui nous accueille bien gentiment, avec la participation effective d'Emmanuel, qui est un de nos jeunes de l'association. Merci à tout le monde d'être là. Puis on va passer une formidable soirée avec Emmanuel, qui nous accompagne pour cette exploration des compétences émotionnelles, avec qui on va continuer le travail, approfondir ce que l'on a commencé à faire le 28 mars avec ce voyage au cœur des émotions. Et cette fois, notre sujet est infiniment plus pratico-pratique. Il évoque de grands moments de vie de famille avec de l'exaspération à la coopération en famille et en la réalité et dans la vie. Parce que ce que l'on apprend en famille, on s'en sert dans la vie, dans son milieu professionnel et dans ses relations. Rien de vraiment franchement différent. Voilà Emmanuel qui nous vient de Dijon. On vous souhaite à tous une bonne soirée. Bonsoir à tout le monde, à toutes les personnes qui sont ici à Bourg-Saint-Maurice et ailleurs en distanciel et réunies donc avec Emmanuel. Donc ce soir, oui, j'ai le plaisir de parler d'exaspération et aussi, heureusement, de coopération, en tout cas de voir comment on peut passer de l'un à l'autre dans le cas où peut-être vous vivez l'exaspération à la maison. On va être ensemble jusqu'à 22 heures à peu près. Et puis, on aura évidemment un petit temps de questions-réponses, comme d'habitude, à la fin. Alors, au menu de ce soir, j'ai prévu trois grandes parties, on va dire. La première, c'est de reconnaître les raisons derrière l'exaspération et ce qui fait qu'on peut arriver jusqu'à ressentir cette fameuse exaspération. Comment, du coup, favoriser le respect mutuel en famille. Et puis enfin, comment on peut intervenir finalement auprès de nos enfants pour susciter justement une coopération en famille et que chacun y trouve son compte, des petits comme des grands. Alors, en tout cas, pour commencer cette conférence, j'avais envie de commencer par une histoire. Il y en a à peu près pour, on va dire, entre 5 et 7 minutes de lecture. Et puis, pourquoi cette histoire? Parce que ça m'a semblé une histoire qui était tout à fait bien, en lien avec le sujet de ce soir, en tout cas une bonne histoire pour lancer le sujet. Papa sera très fâché, dit ma mère. C'était en août 1938, dans une pension de famille des Catskill Mountains. Un vendredi après-midi, nous étions trois garçons de 9 ans, venus de la ville, et nous ne savions que faire. Nous avions joué à tout ce qu'on pouvait imaginer l'été à la campagne. Attrapé toutes les grenouilles, cueilli toutes les myrtilles, barboté dans l'eau glacée. Ce qu'il nous fallait en cet après-midi d'ennui insupportable, c'était un peu d'action. Pour trouver des idées, Artie, Ellie et moi, nous étions abrités dans la fraîcheur du casino, le petit bâtiment où se déroulaient les parties de bingo le soir et parfois les spectacles de magiciens itinérants. Peu à peu, l'inspiration vint. Le casino était trop neuf, la charpente en bois et les murs en stuc blanc étaient trop parfaits. Nous allions abîmer tout ça en douceur, laisser notre marque anonyme sur cet endroit définitivement. Sans du tout penser aux conséquences, bien sûr. Nous prîmes d'abord un long banc en bois pour le précipiter contre un mur en guise de bélier. Il creusa un trou magnifique, mais petit. Alors il fallut recommencer. Une première, puis une seconde fois. Ensuite, tous les trois, haletants, versant la sueur des héros, nous pûmes contempler nos premiers vrais dégâts. Le processus était si satisfaisant que nous nous laissâmes emporter, il ne restait pratiquement plus 1 cm² de stuc en bon état. Tout à coup, avant même que nous ayons pu éprouver un soupçon de remords, le propriétaire, M. Biolot, apparut sur le seuil de la porte. Furieux, et réclamant justice. Quand ils arrivèrent de la ville ce soir-là, il en parlerait à nos pères. En attendant, il en parla à nos mères. La mienne sentit
que ce que j'avais fait était si monstrueux qu'elle laisserait à mon père le soin de me punir. Et papa sera très fâché. À 6 heures, M. Biolo se planta dans l'allée, attendant d'un air sombre le retour des pères. Derrière lui, le porche était plein de clients indignés, comme sur les gradins d'un stade. Ils avaient vu les dégâts causés au bâtiment. Ils savaient qu'ils devraient y jouer au bingo dans cet état. Eux aussi réclamaient justice. Quant à Artie, Ellie et moi, nous découvrîmes un endroit oublié du porche, chacun à distance des deux autres, mais pas trop loin de nos mères respectives, et nous attendîmes. Le père d'Artie arriva le premier. Quand M. Biolo lui apprit la nouvelle et lui montra le casino détruit, il ôta avec soin sa ceinture, et d'une main experte, il fouetta son fils qui hurlait. Et il le fit avec l'approbation d'une foule haineuse d'adultes jusque-là gentils. Le père d'Élie arriva ensuite. On lui apprit la nouvelle, on lui montra les dégâts, et il devint fou furieux. D'une gifle, il projeta son fils à terre, tandis qu'Élie pleurait étendue sur l'herbe, il lui donna des coups de pied dans les jambes, dans les fesses et dans le dos. Quand Élie tenta de se relever, il continua à lui donner des coups de pied. La foule murmurait. « Écoutez, ils auraient dû réfléchir avant d'agir. Ils n'en mourront pas, allez, et je parie qu'ils ne recommenceront pas. » Je me demandais, que fera mon père? Il n'avait jamais levé la main sur moi. Je savais que les autres se faisaient parfois frapper. J'avais vu les bleus de mes camarades de classe. J'avais même entendu des cris le soir, venant de certaines maisons de ma rue. Mais ça se passait dans d'autres familles. Le pourquoi et le comment de leurs bleus étaient pour moi de sombres abstractions, jusque-là. Je me tournai vers ma mère. Elle était bouleversée. Elle m'avait bien fait comprendre que j'avais commis un crime particulier. Cela signifiait-il que les coups devaient soudain à l'ordre du jour? Au volant de notre Chevrolet, mon propre père se gara soudain, juste à temps pour voir le père d'Élie traîner son fils à l'intérieur du bâtiment. Il sortit de la voiture, en croyant, j'en suis certain, qu'Élie devait l'avoir bien mérité. La peur me donnait le vertige. M. Biolo se mit à parler. Mon père écouta, la chemise trempée de transpiration, un mouchoir humide autour du cou. Il n'était jamais bien quand il faisait lourd. Je le vis suivre M. Biolo dans le casino. Mon père, cet homme fort, à principe, au tempérament vif, que pensait-il de tout ça? Quand ils sortirent, mon père regarda ma mère. Il articula un petit « bonsoir ». Puis ses yeux me trouvèrent et me dévisagèrent longtemps, inexpressifs. Je tentai de lire dans les siens, mais ils me quittèrent et se dirigèrent vers la foule en attente du châtiment. Puis bizarrement, il remonta dans sa voiture et fila. Personne, même ma mère, ne put deviner où il allait. 1 heure plus tard, il revint. Attaché au toit de la voiture une énorme pile de plaques de plâtre. Il sortit, tenant un sac en papier d'où dépassait un marteau. Sans un mot, il déchargea les plaques et les porta une par une dans le casino. Et il n'en ressortit pas de la soirée. Pendant le dîner silencieux que je pris avec ma mère, et pendant le reste de ce vendredi soir, longtemps après nous être couchés, j'entendis, tout le monde entendit, les coups réguliers du marteau de mon père. Je l'imaginais suant, privé de son dîner, privé de ma mère, de plus en plus furieux contre moi. Le lendemain serait-il le dernier jour de ma vie? Je ne m'endormis que vers 3 heures du matin. Le lendemain, mon père ne dit pas un mot de ce qui s'était passé la veille. Il ne manifesta pas la moindre colère, il ne formula pas le moindre reproche. Nous eûmes une journée normale, tous les trois, un week-end familial aussi agréable que d'habitude. Était-il furieux contre moi? Sûrement. Mais à une époque où la plupart des gens de sa génération voyaient le châtiment corporel de leurs enfants comme un droit accordé par Dieu, il considérait les fessées comme un crime incomparable aux coups et blessures. Et quand des enfants étaient battus, il se souvenait toujours de la douleur, mais oubliait souvent la raison. Des années plus tard, j'ai compris qu'il n'aurait jamais été capable de m'humilier. Contrairement aux autres pères, il ne voulait pas entrer dans la conspiration de la vengeance comme spectacle.
Mais mon père s'était fait comprendre. Je n'ai jamais oublié que mon vandalisme de cet après-midi d'août était intolérable. Et je n'oublierai jamais que ce jour-là, j'ai compris à quel point je pouvais avoir confiance en lui. Donc je ne sais pas ce que cette histoire pour vous, elle évoque, ou en tout cas si elle fait écho d'une manière ou d'une autre, comment elle vous touche. Mais en tout cas pour moi, elle fait écho. Moi, je prends la parole 30 secondes pour dire que cette histoire-là, je la réutiliserai un jour pour introduire un projet qu'on a prévu pour mars 2025 et dont le titre sera les violences éducatives ordinaires, et qui est un vrai sujet qui correspond à la loi 2019 de l'interdiction du châtiment corporel aux enfants, de la blessure psychologique, de l'humiliation, et qui affecte durablement le développement de l'enfant. Il a même été observé en Australie. Il y a une enquête très récente en Australie où il a été quantifié que les personnes avec des difficultés de santé mentale importantes, pour 40% d'entre elles, avaient vécu une maltraitance, une négligence dans l'enfance. Mais violence, il peut être aussi, certes sexuelle, mais aussi psychologique et physique. Merci d'avoir pris le relais. Pourquoi elle me touche? Parce que malheureusement, moi en tant que maman, j'ai fait preuve de violence avec mon enfant. Non, j'ai réalisé en tout cas que c'était évidemment pas la maman que je voulais être. Et que ce moment-là est un moment de bascule où du coup, je me suis dit que c'était important d'aller chercher de l'aide. Et puis, de développer une compétence parentale qui me permettait de grandir en tant que maman, mais aussi en tant que personne. Et puis, quand j'ai développé mes compétences parentales, j'étais en lien avec plein de parents, plein d'intervenants. Et puis, je me suis rendu compte que finalement, on était assez nombreux à vivre cette douleur entre le parent qu'on veut être et puis le parent qu'on est vraiment. Si nombreux à croire qu'être parent, c'est être quelque chose qui est inné, alors que ça s'apprend un pas après l'autre. Que ça s'apprend avec douceur, avec compassion et avec responsabilité. C'est le moment où j'ai réalisé que le jugement et le regard des autres ne devaient en aucun cas faire obstacle à mes valeurs et à ce que je souhaitais le plus pour mon enfant. Cette histoire, elle me rappelle l'importance de choisir ses réponses plutôt que de les subir. Elle rappelle l'importance du développement de ses compétences émotionnelles. Elle rappelle l'importance du droit à l'erreur. Elle rappelle que utiliser une attitude de froideur et d'exemplarité sans violence ou agressivité est bien plus efficace et source d'apprentissage pour nos enfants. Elle rappelle l'importance de se questionner sans cesse sur nos exigences de parents. Elle rappelle aussi l'importance de pouvoir repenser à comment nous-mêmes on était à l'âge de nos enfants. Et elle rappelle, en tout cas pour moi, combien grandir nécessite d'être guidé avec amour, patience, compréhension et véritable accompagnement, plutôt que jugement, reproche, critique, que ce soit vis-à-vis de nos enfants ou vis-à-vis de nous-mêmes. Alors, avec ce moment d'émotion, j'espère en tout cas que ce soir, vous repartirez avec des prises de conscience et des ressources qui seront utiles pour votre chemin de parent, quel qu'il soit. Parce que oui, être parent, c'est tout un chemin. Et pour moi, c'est grandir pour et avec nos enfants. Alors, évidemment, l'idée et le but, c'est certainement pas de vous faire appuyer sur le bouton culpabilité. En tout cas, peut-être que vous allez un peu appuyer dessus ce soir. C'est OK. Par contre, ce que je vous invite, c'est surtout à ne pas garder la main appuyée sur ce bouton. Parce que l'idée, c'est plutôt, oui, d'accueillir ce que vous pouvez vivre peut-être, et peu importe ce que vous vivez à la maison. Mais c'est surtout de pouvoir, évidemment, derrière, voir quelles ressources et quelles solutions vous pouvez activer pour améliorer la situation ou renforcer, en tout cas, ce qui existe déjà de bon chez vous et dans vos familles respectives.
Donc oui, être parent aujourd'hui, c'est ce que j'ai déjà dit sur les conférences précédentes et j'y reviens à chaque fois parce que on en parlait encore tout à l'heure avec des mamans qui arrivaient un petit peu en avance et que être parent aujourd'hui, ben oui, il y a un décalage qui peut se faire entre le parent tel que je l'idéalise parce que véhiculé aussi par les médias, par les réseaux sociaux, par toutes les recommandations qui sortent dans tous les journaux à chaque jour. Et puis, ben, il y a notre réalité de parents qui est souvent tout autre. La bonne nouvelle, c'est qu'on vit à peu près tous la même chose. Et que la souffrance, hein, souvent, en fait, elle vient dans le décalage entre ben, le parent idéal qu'on veut être et puis notre réalité de parent. C'est cette idée de pouvoir peut-être revoir nos exigences, revoir nos possibles, revoir nos ressources, accueillir cette réalité pour eh bien, générer moins de déception, moins de frustration, moins de souffrance. Et oui, c'est pas si facile d'être parent. Je vais pas tout redire ici. C'est un point que j'avais déjà abordé sur d'autres conférences, mais entre la révolution numérique, entre le fait qu'on ait une déclaration des droits de l'enfant qui met l'intérêt au centre, évidemment, pour l'enfant par rapport à son bien-être. Et heureusement, d'ailleurs, bien sûr, ce sont des bonnes nouvelles qui ont été là. Euh, et en même temps, ça amène aussi une certaine pression pour les parents entre ces diverses injonctions au bonheur, entre les différents podcasts, magazines, posts sur les réseaux sociaux, livres, outils qui sortent à peu près chaque jour. Il y a un petit peu de quoi effectivement s'étourdir clairement, se noyer même et ne plus savoir finalement quoi choisir et comment faire en tant que parent. Être parent, c'est aussi cette fameuse balance, hein, pareil, je la montre à chaque fois parce qu'elle est tellement importante, cet équilibre entre eh bien, nos stresseurs et nos ressources. Hein. On vit tous et toutes des stresseurs à différents niveaux, dans différentes sphères de notre vie. Et puis, on oublie aussi qu'on a beaucoup de ressources. Au fur et à mesure qu'on avance sur notre chemin, hein, on a des ressources qui émergent, heureusement. Et ces ressources, elles sont précieuses puisque c'est ces ressources-là qui vont permettre de contrebalancer et de pouvoir ramener un équilibre, on va dire émotionnel et un équilibre de vie. Le souci, c'est quand on n'a pas conscience de ces ressources, ou quand on les active pas, ou qu'on n'essaye pas d'en développer de nouvelles, et que les stresseurs, ils pèsent trop lourd dans la balance, eh bien, on arrive à un déséquilibre qui peut amener, en tout cas certains parents, parfois, à une situation d'épuisement et d'épuisement parental. Alors, aujourd'hui, on est sur le thème de comment passer de l'exaspération à la coopération. Et donc, je voulais faire et démarrer, en première partie en tout cas, sur faire un petit focus sur ce qu'on appelle l'exaspération et qu'est-ce qui fait qu'on peut finalement en arriver là. En lien aussi avec notre balance ressources-stresseurs, et pour démarrer ce point sur l'exaspération, j'avais déjà dans la conférence dernière parlé de cette métaphore qui vient de Nancy Doyon sur le sac à épicerie et le sac à ordures. Et ben, dans notre vie, au fur et à mesure, dans notre quotidien, eh bien, on va mettre des choses dans notre sac à ordures, dans notre poubelle, et puis on va mettre des choses aussi dans notre sac à épicerie. La métaphore étant que ce qu'on y met, ben, c'est les choses agréables et les choses désagréables. Les émotions agréables qu'on vit et les émotions désagréables qu'on vit. Et qu'on le veuille ou non, au quotidien, on vit des émotions agréables et on vit des émotions désagréables. L'enjeu, c'est d'en avoir conscience et d'avoir un équilibre, là encore, entre ces deux sacs. Et de penser à vider notre sac à ordures et de remplir notre sac à épicerie. Et c'est la même chose pour nos enfants. Quand ils vont à l'école, il leur arrive plein de choses. Il leur arrive des choses agréables, des choses désagréables. Ils peuvent se disputer à la récré avec des camarades. Ils peuvent avoir reçu peut-être des mots blessants de l'enseignant, de l'enseignante. Ils peuvent aussi avoir vécu des réussites. Ils peuvent aussi avoir partagé des bons moments entre camarades. Bref, ce qui fait que quand ils rentrent de l'école, souvent, ben, ils peuvent avoir leur sac à ordures qui est bien plein eux aussi. Alors si on arrive à la maison et que nous, on a notre sac à ordures bien plein et que les enfants, ils arrivent avec leur sac à ordures bien plein aussi, et que ni l'enfant ni nous, on a rempli notre sac à épicerie de l'autre côté, ben, qu'est-ce qui se passe quand on arrive à la maison? En général, ça pète. En général,
on passe pas forcément une bonne soirée parce que ça déborde. Hein. Et quand ça déborde, c'est trop tard et c'est là où on ne maîtrise plus nos mots, nos gestes, nos attitudes, nos comportements. Donc, nos émotions de parents, elles jouent aussi un rôle éminemment important puisque le risque, c'est de déverser nos émotions sur nos enfants parce que les émotions qu'on a emmagasinées dans la journée, elles nous appartiennent et nos enfants, ils y sont pour rien. Et donc, du coup, hein, le risque, c'est de tomber dans la surréaction et puis d'enclencher un cycle qui est malheureusement vicieux pour nous, au sens où si je tombe dans cette surréaction et que j'ai des gestes que je peux regretter derrière, peut-être je peux ressentir de la culpabilité qui va derrière amener évidemment une baisse d'énergie et puis des émotions désagréables qui vont amener de la frustration et derrière on rentre dans un cycle. Donc, parfois il peut être un petit peu difficile de sortir. Alors que en réalité, qu'on le veuille ou non, hein, tout être humain peut choisir sa réaction. Si tant est qu'on ait conscience de comment on se comporte et si tant est qu'on bâtisse des ressources, qu'on développe des nouvelles compétences pour évidemment choisir notre réaction. Donc on peut être agressif, mais on peut être aussi plutôt passif. Et on a une troisième voie qui est celle de ce qu'on appelle l'assertivité. De pouvoir respecter nos besoins, de respecter nos droits, de respecter nos émotions et bien sûr celles des personnes qui nous entourent. Ça peut être intéressant déjà là, vous peut-être, de vous demander, en tout cas avec vos enfants, avec votre partenaire si vous en avez un au quotidien, de voir c'est quoi votre tendance. Est-ce que vous avez plutôt tendance à réagir de manière agressive dans vos façons de parler, de réagir? Est-ce que vous avez plutôt l'impression de réagir de manière passive, c'est-à-dire de plutôt renoncer à vos besoins, de plutôt faire un petit peu la cocotte minute, d'emmagasiner sans trop rien dire, ou plutôt d'arriver justement à bien exprimer ce que vous ressentez, vos besoins, de bien exprimer vos attentes, ce qui permet de créer un climat un peu plus serein à la maison. Évidemment, en fonction des situations, des moments, on va avoir des réactions variées. Mais si on y pense et qu'on l'observe quand même sur plusieurs jours ou plusieurs semaines, on va se rendre compte que finalement, il y a certaines situations qui reviennent où notre mécanisme de réaction est en général plutôt similaire. Alors, c'est important d'avoir évidemment conscience de ce qui influence notre propre attitude de parent, puisque il va y avoir évidemment notre perception des choses, comment est-ce que je perçois les situations. Derrière ça, on a aussi nos croyances qui se cultivent au cours de notre vie et qui vont évidemment influencer nos comportements. Notre sommeil, évidemment, en fonction de si je dors bien ou pas, si je dors assez ou pas. Et bien sûr, quand on est jeune parent et qu'on dort peu, voilà, ça peut impacter évidemment notre patience et notre capacité à pouvoir voilà, agir de manière efficace et assertive. Il y a aussi, est-ce que je prends les choses personnellement ou pas? Est-ce que j'ai l'impression que l'enfant fait exprès de venir m'embêter, de venir appuyer sur le bouton sur lequel il ne doit pas appuyer? Est-ce que voilà, je peux avoir parfois à prendre les choses personnellement alors que finalement, il n'y avait pas d'intention du tout de ce type-là? Est-ce que je prends soin de moi? Toujours en lien avec la petite métaphore du sac à épicerie et du sac à ordures. Et puis, est-ce que je fais des activités qui me font du bien, qui me ressourcent? Est-ce que je prends soin de moi? Est-ce que je me respecte? Alors, l'exaspération, elle vient souvent de deux choses principales. C'est pas exhaustif, évidemment, mais souvent, on entend des parents qui se plaignent parce qu'ils n'arrêtent pas de négocier avec leurs enfants. Cette façon sans cesse que les enfants ont de négocier. Alors pourquoi les enfants, c'est quoi les raisons justement qui poussent nos chers enfants à négocier? La première, c'est que ça nous fait réagir. Et que parfois, les enfants, ce qu'ils cherchent, c'est justement à nous faire réagir. Parce que c'est quand ils sont dans cette situation de négociation que ils nous voient réagir, qu'ils nous voient peut-être davantage porter attention à eux,
Et donc, c'est une manière comme une autre de pouvoir attirer l'attention et de nous faire réagir. Il y en a parce que il y a un contrat relationnel qui s'est bâti. C'est-à-dire que s'il vient et qu'il commence à négocier une fois et que ça marche, après tout, pourquoi il se priverait et pourquoi il ne recommencerait pas de nouveau? Si ça marche, on y revient. Et si ça marche encore, j'y reviens. Et à un moment donné, c'est comme s'il y a un contrat relationnel qui s'est créé, malgré nous, à notre insu, mais qui fait que l'enfant reproduit le schéma qui fonctionne, puisque ça fonctionne. Ils savent qu'ils peuvent obtenir ce qu'ils veulent. S'ils viennent, qu'ils insistent, et qu'au début on dit non, mais qu'ils insistent, et qu'ils insistent tellement, il y en a qui sont très forts pour ça, et qu'à un moment donné, on a envie d'acheter la paix, et que du coup, on cède, et du coup, ils sont gagnants. Donc, ils savent qu'en insistant, en négociant, ils peuvent avoir gain. Euh, donc, du coup, ils continuent. Et puis, pour certains, c'est parce que ça les amuse. Ça les amuse de négocier, d'être dans ce jeu. Voilà, c'est un peu, c'est du fun. Donc, ils y reviennent. Donc, ça, c'est le côté des raisons à négocier. Donc, ça peut être intéressant en tant que parent de se poser la question de, tiens, quand j'observe mon enfant, quelle est la raison principale qui fait qu'il vient négocier? Qu'est-ce que je fais dans mes attitudes, dans mon comportement, dans ma manière d'intervenir, d'agir, qui fait que il y a à nouveau négociation. Après, il y a des enfants qui ont une tendance parfois un peu à s'opposer. Et donc, il y a aussi des raisons derrière l'opposition. Première, c'est pour les adolescents. En fait, c'est normal. Si vous écoutez les conférences du docteur Revol, qui intervient souvent pour l'Association des Saint-Exupériens, il vous dira que c'est complètement normal que les adolescents s'opposent et que d'ailleurs c'est même plutôt sain et que c'est le contraire qui serait plutôt inquiétant. Puisqu'ils sont dans une période d'individuation où ils ont besoin de prendre aussi leur élan, de pouvoir se forger leur propre identité, de pouvoir forger leur propre système de valeurs, et que tout ça amène une certaine forme d'opposition vis-à-vis des parents, et c'est normal et c'est ça. Alors, pas toujours facile à vivre côté parents, j'en conviens, mais c'est plutôt une bonne nouvelle, en tout cas pour nos chers ados. Deuxième raison qui peut pousser nos enfants à s'opposer, c'est leur mécanisme de défense. Pour certains enfants, en fonction de leur tempérament, de comment ils fonctionnent, de ce qu'ils ont vécu, tout simplement, ils vont activer des mécanismes de défense comme la fuite, l'attaque, ou le fait de se figer, donc l'inhibition, comme les animaux peuvent le faire quand ils ont peur, ils vont se figer. Et donc l'opposition, elle peut se manifester aussi parce que c'est pour eux un mécanisme de défense. Ça peut être aussi parfois parce qu'il y a une méfiance qui s'installe envers l'adulte. Une méfiance qui fait que l'autorité peut être vue comme de la malveillance. Lorsqu'il y a un refus, ça peut être vécu pour ces enfants comme du rejet. S'il y a de la gentillesse, pour certains, en fonction de ce qu'ils ont vécu, à la maison ou en dehors, ça peut être vécu comme un piège ou de la manipulation. Donc, il y a une méfiance qui s'instaure pour plein de raisons diverses et variées, où on n'est pas forcément, nous, responsables en tant que parents. Parfois oui, parfois non, parfois oui, malgré nous. Mais donc, cette méfiance fait qu'il y a opposition. Et puis, le dernier, c'est l'identification négative et les croyances que l'enfant s'est forgées. Et là, je pense par exemple, parce que voilà, c'est aussi des profils d'enfants pour lesquels l'association Saint-Exupérien œuvre, pour les enfants ayant des particularités neurologiques, les fameux, on appelle ça le neuroatypique. Moi, je préfère parler de neurodiversité. Mais les enfants qui sont dans cette neurodiversité, parfois vivent des choses très difficiles dans ce qu'ils entendent de leur entourage, de leur famille, de leurs parents, de ce qu'ils entendent à l'école, qui fait que petit à petit, ils se dévalorisent. Ils ont une estime de soi et une confiance en soi qui se dégradent. Ils bâtissent des croyances qui font que finalement, ils ne croient plus. Quand on leur dit qu'on les aime, pour eux, c'est du mensonge et c'est pas possible parce que personne ne les aime et ils n'y croient plus. Donc tout ça, ça peut en tout cas amener de l'opposition. Donc si vous êtes concerné
par des enfants qui ont des comportements parfois un petit peu du type opposant, ça peut être intéressant de balayer en tout cas ces raisons-là, parce que ça peut être une des raisons. Du coup, quand les enfants s'opposent, forcément, ils ont tendance petit à petit à se forger une carapace, comme Iron Man, et que leur système de protection, c'est l'opposition. C'est vraiment une carapace. Et plus cette carapace, elle est épaisse, plus elle se forge, plus évidemment, elle va mettre de temps à pouvoir se défaire. Donc, heureusement, il existe plein de ressources et plein d'interventions, plein de manières de pouvoir aller gratter et casser cette carapace. En revanche, ça prend du temps. Et ça ne se fait pas en 24 heures, ça ne se fait pas en une semaine, mais c'est parfois plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, parfois plusieurs années, en fonction de comment la relation est dégradée ou pas avec l'entourage et la famille. Alors, quelques ressources peut-être à avoir en tête face à l'opposition, face à la négociation. On peut s'interroger aussi sur, est-ce qu'on a plutôt tendance à beaucoup dire non? Est-ce qu'on a plutôt tendance à beaucoup dire oui? Est-ce que quand on dit non, notre non, il est vraiment clair? Est-ce qu'on est vraiment dans, non, c'est non négociable, c'est comme ça, pas autrement? Ou est-ce que c'est, non, mais tu sais, non, bon, oui. Et là, on manque un petit peu, évidemment, de crédibilité. Donc, quand notre oui, c'est oui, c'est important qu'il soit aussi oui de manière très claire, et quand c'est non, qu'il le soit aussi de manière très claire. Donc, d'avoir le courage de dire oui, et puis d'avoir le courage de dire non. Plus on est clair sur nos attentes, plus on est clair sur ce qu'on pense, plus on est clair sur ce qu'on partage, et bien plus c'est clair pour les enfants, et plus c'est sécurisant aussi pour eux. Et puis, ça aussi, je l'avais mentionné dans une des conférences, s'interroger sur nos postures de parents. Est-ce qu'on a plutôt tendance à être des parents serviteurs, c'est-à-dire à vouloir vraiment venir au secours de nos enfants en tout temps, ce qui, du coup, les empêche de vivre des frustrations et de l'inconfort. Or, pour pouvoir vivre en société, pour pouvoir grandir, on a besoin aussi d'apprendre à vivre les inconforts. Donc, si on est trop à leur service, on peut aussi développer une forme de mépris de leur part. Est-ce qu'on est surprotecteur? Est-ce qu'on est surencadrant? L'œil de lynx qui veut tout voir, qui veut tout contrôler, qui dit à l'enfant de savoir quoi faire, quand faire, avec qui le faire, comment le faire, tout le temps. Ou bien est-ce qu'on est dans la suradaptation? C'est-à-dire que parce que l'enfant fait des crises, que je n'arrive pas à gérer, que pour moi c'est de plus en plus difficile et que du coup j'ai pas envie de vivre ces crises parce que je préfère acheter la paix, et sauf que petit à petit je marche sur des œufs et que petit à petit l'enfant prend un peu plus de pouvoir entre guillemets parce que je n'ai plus d'autorité par rapport à ce qui se joue dans la relation. Et donc, le risque, c'est que on soit dans des escalades à un moment donné de colère, d'argumentation, de reproches qui peuvent conduire jusqu'à la violence. Si je donne une consigne toute simple qui est, par exemple, à l'enfant de faire ses devoirs, et parfois rien que le moment des devoirs peut être un moment très conflictuel et amener à une escalade qui amène du refus, de l'argumentation, de la négociation, de l'opposition de l'enfant. Et en fonction de comment moi j'interviens par rapport à cette attitude et ce comportement de mon enfant, eh bien, si je tombe dans la pluie de reproches, les menaces, les punitions, eh bien, j'ai plus de chances de provoquer chez mon enfant de la colère. Et s'il y a de la colère chez mon enfant, et en fonction de comment moi je reçois la colère et de ce que je suis capable d'en faire ou pas de mon côté, eh bien, ça peut amener évidemment certaines violences ou parfois, pour certains parents, du découragement et de la démission. Alors, comment essayer de sortir de cette exaspération? C'est ce qui est en tout cas recommandé et efficace, c'est d'être dans cet équilibre entre bienveillance et fermeté. D'être dans ce juste milieu, parce que si je ne suis pas assez sévère, si je suis parent serviteur,
eh bien, je peux être dans une forme de négligence, de surprotection, mais d'un cadre qui va être insuffisant et surtout insécurisant pour l'enfant. Si je suis trop sévère, ben, je peux tomber dans l'agressivité et la violence, et voire de la violence grave. Donc tout l'enjeu, c'est d'arriver à être dans un juste milieu, hein, de pouvoir évidemment faire preuve à la fois de fermeté, fermeté au sens de pouvoir sécuriser l'enfant, d'avoir un cadre qui est clair, qui est partagé, que j'arrive à faire tenir en tout cas du mieux possible, tout en apportant évidemment bienveillance, affection, tendresse, amour à mon enfant ou mes enfants. Donc, à vous de voir où est-ce que vous vous situez, hein, sur ce continuum. Euh, L'opposition menant aussi souvent dans le fait que le parent bascule trop d'un côté puis de l'autre. Donc, si je suis pas assez sévère et qu'à un moment donné, je me rends compte que non, je suis pas assez sévère, il faut que je renforce mon cadre, mon autorité, et parfois, je peux avoir tendance à basculer dans le trop sévère. Et si j'oscille entre pas assez sévère et trop sévère, eh bien, ça crée énormément d'insécurité pour l'enfant. Ça montre que le parent n'est pas suffisamment solide, ce qui du coup peut amener des comportements du type opposition. D'où l'importance de pouvoir être du mieux possible, en tout cas dans ce juste milieu, hein, cet équilibre fermeté et bienveillance, qui n'est pas si simple, mais qui s'apprend, évidemment. Et heureusement, ouf, sinon. Euh, alors, quelques leviers justement pour pouvoir être dans cet équilibre entre fermeté et bienveillance. Bien sûr, l'empathie. On en a parlé aussi cet après-midi quand on a fait un atelier autour des émotions. Euh, Pouvoir faire preuve d'empathie, se mettre à la place d'eux. Hein. Tout à l'heure, je disais, souvenons-nous, nous, quand on était enfant, comment on vivait les choses, comment on se comportait. Quand on était ado, qu'est-ce qu'on a fait aussi? Est-ce qu'on était des anges? Est-ce que j'encourage suffisamment? Ou est-ce que j'ai plutôt tendance à arroser les mauvaises herbes plutôt que les fleurs? Et parfois, c'est pour le bien, parce qu'on veut apprendre quelque chose à notre enfant ou à nos enfants. Mais on a parfois tendance à plutôt se concentrer sur ce qui se passe de mal ou ce qui ne fonctionne pas bien ou ce qu'il y a de négatif dans les comportements de nos enfants, euh, en oubliant qu'il se passe aussi de bonnes choses. Donc l'encouragement. Est-ce que nos demandes, elles sont claires? Parce que si je ne fais pas des demandes claires, là aussi, je peux évidemment amener de l'opposition, de l'incertitude, de l'insécurité pour les enfants, ou en tout cas, si elles ne sont pas suffisamment claires, c'est là où les enfants embarquent dans la négociation. Accueillir les émotions, bien sûr. Plus j'accueille les émotions de mon enfant, plus il se sent compris, entendu. Et puis, évidemment, donner le droit à l'erreur. Parce qu'on fait tous et toutes des erreurs, nous aussi les parents, et que d'ailleurs nos gaffes de parents et nos erreurs de parents sont aussi source d'apprentissage pour nos chers enfants. Tout comportement a une raison d'être. Donc parfois on peut avoir, nous, tendance, parents, à se focaliser sur les comportements et à vouloir changer ces comportements. Tout l'enjeu étant d'arriver à dépasser ce qu'on voit, hein, ce qui est visible de l'iceberg. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, quand l'enfant revient de l'école et que son sac à ordures est plein et que ça déborde, et que quand il arrive à la maison, il y a des colères, des cris, des insultes, peut-être de l'opposition. Si je m'arrête au comportement sans me poser la question de c'est quoi la croyance derrière ou c'est quoi son besoin, si je dis « Ouh là là, est-ce que tu as passé une mauvaise journée? Allez, je pense que là, tu as besoin de décharger. Qu'est-ce que tu peux faire pour décharger ?» Et puis, on se reparle après, d'une manière plus respectueuse. Mais d'accepter qu'il se sasse. Alors, même s'il y a des mots qui débordent, mais petit à petit, c'est plutôt de l'accompagner pour que l'enfant trouve des stratégies où il va vider son sac à ordures, hein, en se respectant lui-même, en respectant les autres. Et ça, c'est aussi un apprentissage, évidemment. Ça, c'est parfois difficile, hein. En tout cas, pour moi, ça l'a été. Je ne sais pas pour vous ce que c'est aujourd'hui ou ce que ça pourrait être demain. Mais évidemment, on a plutôt tendance à se focaliser sur le comportement. Et d'ailleurs, pour aller voir les croyances et les besoins, c'est là où on a besoin, nous, parents, d'avoir un sas, de prendre en considération nos propres émotions pour être en capacité d'aller voir le dessous de l'iceberg. Je ne peux pas le faire si je suis moi-même dans un état émotionnel qui déborde.
Et pour ça, rien de mieux que d'être à l'écoute de ses émotions, de pouvoir faire ce que j'appelle le stop, feel and go, de vraiment se dire, OK, qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce que je ressens, et en fonction de ce qui se passe dans mon corps, dans mon cœur et dans ma tête, qu'est-ce que ça me donne envie de faire. Donc ce petit stop, plus on le pratique, plus on le fait pour soi, plus évidemment on sera en capacité de choisir nos attitudes, nos comportements, nos mots, plutôt que de les subir, ou en tout cas qui sortent, qui débordent de manière automatique et qu'on les regrette après. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera plus, que ça déborde. On est des êtres humains, donc évidemment que ça arrivera encore. Mais plus je pratique ce stop feel and go, moins souvent en tout cas ça surviendra. Alors pour favoriser la coopération, il y a 3 enjeux qu'il est important de garder en tête. Le premier, c'est de pouvoir nourrir le lien de confiance qu'on crée avec nos enfants. Ce lien de confiance, il passe bien sûr par le dialogue, il passe par l'empathie, il passe par l'accueil des émotions. Il passe par évidemment le cadre, les règles, parce que c'est ça qui va sécuriser, qui va donner confiance. Il passe par le fait que le parent soit sécurisant dans sa posture, dans ses interventions, qui donne confiance. Il passe par le fait, comme le dit Nancy Doyon, que collaborer goûte meilleur que s'opposer. Montrer à nos enfants qu'à chaque fois qu'ils sont dans la coopération, la collaboration, finalement, il y a de meilleures conséquences que lorsqu'ils ont plutôt tendance à être dans l'opposition. Et puis, 3e enjeu, c'est développer une identification positive de soi, comment pouvoir bâtir la confiance, bâtir l'estime de soi, bâtir la croyance que, on est une personne qui en vaut la peine, qu'on est une personne qui a des ressources, qu'on est une personne dans laquelle on croit, que les autres croient en nous, mais que nous-mêmes, évidemment, on croit en soi. Alors, comment on favorise ce fameux respect mutuel en famille? Je vais revenir un petit peu sur la question du cadre, mais d'abord, c'est évidemment se respecter soi-même. Il y a Nancy Doyon qui répète souvent la phrase suivante et que j'aime bien reprendre parce qu'elle a beaucoup résonné pour moi. C'est que les enfants ne vous respecteront jamais autant que vous vous respectez vous-même. Je la répète, les enfants ne vous respecteront jamais autant que vous vous respectez vous-même. D'où l'importance de se respecter, de respecter ses besoins, de respecter ses émotions, de prendre soin de soi, parce que plus vous le ferez, plus les enfants vous respecteront. Et se respecteront aussi. Parce que s'ils sont en présence de parents qui ne se respectent pas, il y a de fortes chances que plus tard, eux-mêmes ne se respectent pas. Et se respecter, ça passe encore une fois par cet équilibre entre notre sac à ordures à vider régulièrement et notre sac à épicerie à remplir aussi régulièrement. Parce que parfois, on peut avoir tendance à ne plus s'autoriser à sortir, ne plus s'autoriser à avoir des amis. Souvent, quand on est jeune parent, on n'ose plus quitter l'enfant qui est près de nous pour évidemment des raisons tout à fait humaines et légitimes. Et on peut avoir petit à petit tendance à s'oublier. Et si je m'oublie, je ne me respecte pas. D'où l'importance de prendre du temps pour soi, de pouvoir faire des activités qui nous font du bien, parce que ça rendra aussi service plus tard à nos enfants. La règle du 80-20, ça aussi j'en avais déjà parlé dans une autre conférence, se dire que tout ce que je partage là ce soir, les outils, les ressources, c'est un peu votre phare, mais c'est certainement pas ce que vous devez appliquer en tout temps, chaque jour qui passe et à chaque jour de l'année. On est des êtres humains, on est des parents, on vit des situations plus ou moins difficiles. Donc si j'essaye 80% du temps d'appliquer tout ça, c'est déjà très bien, et même plus que très bien. Ça veut dire que j'ai le droit de m'autoriser 20% où je ne suis pas terrible dans mon rôle de parent. Et c'est OK, c'est pas grave, parce que je le suis 80% du temps. Et puis, il y a des moments de vie qui sont plus ou moins difficiles. Il y a des situations de vie qui sont plus ou moins difficiles à vivre, à traverser. Et donc, il y a des moments où peut-être que ce ratio, il va descendre à 70-30, peut-être à 60-40, peut-être à 50-50.
Et c'est OK parce que c'est momentané et qu'on a besoin dans ces moments-là de prendre particulièrement soin de nous, notre famille en tout cas du mieux qu'on peut parce qu'on est en train de traverser peut-être une séparation, peut-être un déménagement, peut-être un deuil, peut-être voilà, plein de choses qui peuvent évidemment se passer de difficile dans notre chemin de vie. Donc vraiment s'autoriser le droit à l'erreur aussi en tant que parent. S'autoriser à ne pas être un parent parfait et surtout d'ailleurs ne pas chercher à être un parent parfait parce que c'est pas rendre service à nos enfants. Cherchons plutôt à être des parents, comme j'aime bien le dire, suffisamment bons. Et ce sera déjà très bien. Le respect, il passe aussi par respecter les besoins de son enfant, mais qui sont aussi nos propres besoins, parce que ce sont des besoins universels. Hein, c'est les 3 besoins psychologiques fondamentaux de tout être humain. Le besoin d'autonomie, hein, le besoin de pouvoir prendre des initiatives, de faire des choix, le besoin de compétence, le besoin de se sentir en confiance, le besoin de se sentir capable de, et le besoin de proximité sociale, le besoin de lien social, le besoin d'appartenance sociale. Ces 3 besoins-là, ils sont fondamentaux. Donc, peut-être, par exemple, pouvoir autoriser son enfant à avoir des camarades, à inviter des camarades à la maison, même si ça met le bazar et que ça demande beaucoup d'énergie. Au moins, on va pouvoir nourrir son besoin de proximité sociale. En tout cas, respecter ces 3 besoins-là, c'est respecter son enfant et puis c'est aussi une invitation à respecter ces besoins-là pour nous-mêmes. Est-ce que je suis autonome dans ma façon d'être? Est-ce que moi aussi je nourris mon besoin de proximité sociale? Est-ce que je vois encore des amis? Est-ce qu'il y a des amis qui viennent à la maison? Est-ce que je m'autorise des sorties sans mes enfants, sans mon conjoint, sans mon partenaire? Est-ce que je nourris mon besoin de compétence? Est-ce que je nourris ma confiance en soi? Et plus je vais remplir et respecter mes propres besoins, plus je serai à même, évidemment, de pouvoir respecter ceux de mes enfants. Et puis, les phases de l'apprentissage. Hein, il y a un papa qui disait cet après-midi en atelier qu'un enfant, il gravit un escalier. C'est exactement ça. Et nous, notre rôle, c'est de l'accompagner à pouvoir gravir cet escalier, de pouvoir l'accompagner à apprendre. Et chaque nouvelle habileté à apprendre, ça demande de l'effort et pour l'enfant et pour le parent. Et plus je vais soutenir ce développement de nouvelles habiletés, de nouvelles compétences, en donnant le droit à l'erreur, en encourageant, et surtout en essayant d'associer tant que faire se peut ces mouvements-là à des émotions agréables, et bien plus je vais favoriser l'autonomie et le développement de cette habileté ou de cette compétence pour mon enfant. Donc quand je parle d'habileté ou de compétence, ça peut être s'habiller tout seul, ça peut être de manger tout seul, ça peut être préparer son cartable, ça peut être aller faire le chemin tout seul pour aller à l'école ou au collège. Bon, en général, au collège, ils veulent même plus qu'on les accompagne. Ça peut être capable de se poser à faire ses devoirs tout seul en rentrant de l'école. Bref, ça peut être apprendre à faire le vélo. Il y a beaucoup de choses qu'un enfant peut évidemment apprendre. Apprendre à gérer ses émotions, apprendre à gérer les frustrations. Hein, tout ça sont des habiletés qui prennent du temps et qui ne s'apprennent pas évidemment en 24 heures. Et puis le cadre, qui est évidemment indispensable. Sans cadre, un enfant, il est perdu. Il a besoin de savoir les limites. Et les limites, elles doivent être claires. Elles doivent être claires et en même temps dynamiques. Parce que, en fonction de l'évolution de notre enfant, en fonction de l'évolution de son âge, ses besoins, ils évoluent, les nôtres aussi d'ailleurs. Et donc, ce cadre, il a besoin de pouvoir bouger, d'être dynamique, d'être revu assez régulièrement. Un enfant qui n'a pas de cadre, vous voyez, il tombe. Il tombe parce que il n'a pas de repère. C'est très insécurisant. Un enfant qui a un cadre trop rigide, il peut se briser, il peut se casser. Et puis, si le cadre il n'est pas suffisamment clair, pas suffisamment adapté, on voit bien qu'il y a un déséquilibre pour l'enfant. Donc, la meilleure des façons de faire, c'est d'avoir un cadre qui va être clair, cohérent, structurant et en même temps souple. Pourquoi c'est important de mettre un cadre? Parce que c'est aussi apprendre à vivre en société. C'est bâtir la sécurité affective de nos enfants. Et puis, c'est développer évidemment son autonomie. Alors, comment est-ce qu'on fait
pour bâtir un cadre et des règles, déjà, c'est se poser la question de c'est quoi mes valeurs en tant que parent? Et c'est quoi les valeurs que moi j'ai envie de transmettre à mon enfant? Parce que le cadre, les règles, elles vont du coup s'exprimer et découler de nos propres valeurs. Donc là, je vous ai mis ici une liste des valeurs que vous retrouvez sur Internet, qui est de Scolabi. Mais si vous tapez liste des valeurs sur la toile, vous en trouverez aussi d'autres. Mais parce que pas toujours facile d'identifier nos valeurs, en tout cas, c'est intéressant de se poser cette question et puis surtout assez régulièrement de les réinterroger. Parce que là encore, en fonction de comment nous-mêmes on évolue, ça peut bouger. Donc, quelles sont nos valeurs? Et puis, en fonction de ces valeurs, essayez un petit peu de lister, c'est quoi finalement les comportements, les situations, les problèmes récurrents qu'on vit en famille avec nos enfants. Est-ce qu'il y a des comportements, des situations difficiles qui reviennent? Et de pouvoir ici les lister. Donc ça demande quand même une période d'observation de plusieurs jours, plusieurs semaines. Et puis, par rapport à ces situations-là que je peux observer en famille et qui sont parfois difficiles, c'est quoi les valeurs que moi j'ai envie de transmettre à mon enfant? Si par exemple je vois comme comportement difficile que mon enfant il a tendance à peut-être manquer de respect ou partager des insultes ou des gros mots, peut-être que dans mes valeurs, il y a la valeur de respect. Et que du coup, pour moi, c'est juste pas acceptable. Donc, ce que je veux pas, c'est entendre des insultes à la maison. Et ce que je veux, c'est que mon enfant, il me fasse des demandes avec amabilité et respect. Et à chaque fois qu'il me fera une demande qui ne sera pas aimable et pas respectueuse, la réponse sera non. Et donc, on peut lister comme ça les différentes situations, ce qui nous permet de pouvoir identifier ce qu'on veut pas. Ça, en général, c'est plutôt facile pour nous, les parents, d'identifier ce qu'on veut pas. En revanche, c'est plus difficile d'être au clair sur qu'est-ce qu'on veut. Et donc, cette matrice des attentes, là encore qui nous vient de Nancy Doyon, eh bien, nous permet de nous poser, de prendre un temps de recul, de se dire, OK, face à telle situation, c'est quoi la valeur? Qu'est-ce que je veux plus? Et surtout, qu'est-ce que je veux? Ce qui nous permettra de faire des demandes claires à nos enfants. À partir de là, on va pouvoir faire nos règles. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qui est autorisé? Qu'est-ce qui est interdit à la maison? L'idée, c'est pas d'avoir non plus 10 000 règles, parce que qui dit règles dit application des règles. Et que, en fonction de ma situation, en fonction de ma patience, en fonction de mon niveau d'énergie, je vais être plus ou moins capable d'être constant et d'appliquer ces règles. Donc, il vaut mieux qu'il y ait peu de règles, mais en revanche, qu'ils soient bien suivies et cohérentes et appliquées pour chacune de ces règles, que 20 règles qui ne sont pas appliquées. Parce que dans ce cas-là, je suis plus crédible et j'obtiens plus le respect de mon enfant parce que je dis des menaces, mais ça ne s'applique jamais. Donc forcément, l'enfant, il va jouer de ça. Et puis, si on veut aller un petit peu plus loin, notamment quand on a vraiment des situations un petit peu plus problématiques avec certains enfants parfois, on peut mettre en place ce feu de circulation. En plus des règles de la maison, peut-être qu'on repère qu'il y a 2, 3 comportements vraiment problématiques qui nous poussent dans nos retranchements, qui nous déclenchent des émotions fortes, qui font que nous, on s'agace et on s'énerve vraiment particulièrement. C'est des gros déclencheurs. Et essayer de se poser à froid, de les identifier et puis de dire, voilà, stop, quand ce comportement il arrive, quand tu tapes ta tête contre les murs, on en parlait aussi tout à l'heure avec certains enfants qui peuvent être amenés à faire ça, ou quand tu vas mordre un enfant à l'école ou à la crèche, ou quand tu mords papa ou maman, ou ton petit frère ou ta petite sœur, ça c'est interdit. Donc être clair sur qu'est-ce qu'on veut plus voir à la maison, parce que c'est interdit. Dans le attention, c'est des comportements qu'on veut faire évoluer, des habiletés qui ne sont pas tout à fait encore acquises, et que du coup, on a besoin d'être derrière de manière un peu ferme, mais on va dire ils sont en apprentissage. Et donc là, on peut répéter une consigne sur un ton chaleureux. Deuxième temps, on va répéter la consigne, mais de manière un peu plus ferme. Et troisième temps, on agit. En fait, souvent, et moi la première,
j'ai tendance à dire une fois la consigne à mon enfant, puis une deuxième fois, puis une troisième fois, puis une quatrième fois, puis au bout de 10, bah oui, on s'énerve. Il y a de quoi. Donc là aussi, c'est de se dire, on part du principe que maintenant, ce sera 3 fois. Une fois, je dîne sur un ton chaleureux et aimable. Deuxième fois, je le dis sur un ton un peu plus ferme. Ferme ne voulant pas dire agressif et violent, hein. C'est juste, je pose de manière plus ferme, plus autoritaire, quelque part, cette consigne-là. Et 3, j'agis. Donc, agir, ça peut être par rapport à une posture, être un peu plus froid. Ça peut être, par exemple, ben, si l'enfant veut pas, s'il est devant une télé et qu'il n'a pas envie d'éteindre la télé, ben, ça peut être je viens et j'éteins la télé, hein. Mais en tout cas, d'agir, d'avoir une conséquence. Et quand je dis conséquence, c'est pas une punition, hein, mais c'est en tout cas une conséquence qui est liée au comportement, à l'attitude choisie par l'enfant de ne pas vouloir, en tout cas, écouter la consigne. Et puis, simple erreur, c'est les comportements où on voit que c'est vraiment en apprentissage. Donc, je ne sais pas, je pense par exemple au moment des repas. Si l'enfant ne mange pas tout à fait aussi proprement qu'on le souhaiterait, bon, bah, en fonction de l'âge, peut-être qu'il est en apprentissage. Donc, on va accompagner avec bienveillance, avec patience, en nommant, bah, tu vois, euh, quand on mange proprement, on tient bien sa fourchette. C'est la fourchette qui vient à la bouche, pas la bouche qui vient à la fourchette. Et on peut répéter tranquillement ces éléments-là. La puissance des routines, ça fait aussi partie du cadre. Ça, très clairement, ça aide beaucoup dans l'autonomie des enfants, de pouvoir mettre en place des routines. La plupart du temps, l'idée, c'est d'en mettre le matin, avant le départ à l'école, qui peut être un peu compliqué parfois. Le soir, pour le dodo et la routine du soir avant le dodo. Et puis, parfois, pour certains enfants aussi, le retour à l'école, ça peut aider d'avoir une routine qui est établie et mise en place. Ces routines, on peut le faire avec l'enfant. C'est mieux d'ailleurs de le faire avec l'enfant. Prendre un petit temps en disant, bah, allez, qu'est-ce que tu dois faire le matin avant de partir à l'école? C'est quoi les tâches que tu dois faire, les actions que tu dois faire? Les enfants le savent très bien. Ok, dans quel ordre tu le fais aujourd'hui? Est-ce que ça te convient? Est-ce que peut-être tu préfères te laver les dents avant de t'habiller ou et inversement? Et donc, maintenant, vous en trouvez plein, des toutes faites sur Internet. Vous pouvez trouver des petites images et puis afficher la routine, évidemment, dans la chambre de l'enfant ou un autre endroit stratégique qui convient pour la famille. Et au lieu de dire le matin, est-ce que tu t'es habillé? Est-ce que tu as lavé les dents? Est-ce que ton sac il est prêt pour l'école? Est-ce que tu as mis tes chaussures? Est-ce que tu as mis ton manteau? Est-ce que tu as bien pris ton petit déjeuner? Ça fait beaucoup de questions et beaucoup d'énergie. Il ne vous reste plus qu'une question à poser. T'en es où dans ta routine? Alors évidemment, pareil, il n'y a rien de magique. C'est une routine qu'il va falloir accompagner, hein, faire avec l'enfant au départ. Et petit à petit, assez rapidement d'ailleurs en général, les enfants s'en saisissent très bien. Eh bien, on n'a même plus besoin d'être derrière eux. Ils sont complètement autonomes et ils le font de manière automatique et de manière très efficace. Donc voilà, ça nous sauve aussi l'énergie, d'avoir une question plutôt que de répéter chaque matin la même chose. Tout ça, bien sûr, on va le faire en fonction de l'âge de l'enfant. On va le faire en fonction des besoins particuliers que nos enfants ont peut-être, de la personnalité évidemment de l'enfant, et puis encore une fois, nos propres contraintes, notre propre situation familiale, notre propre énergie. Donc ça va varier d'une famille à l'autre. C'est souvent le travers qu'on peut avoir d'aller regarder qu'est-ce qui se passe dans les autres familles. Alors parfois c'est source d'inspiration et tant mieux, mais parfois c'est source de comparaison en disant oh là là ils arrivent à faire ça, mais il faut absolument que je fasse la même chose. Oui, mais peut-être que pour ma famille, ma situation de mes enfants, ça ne convient pas en fait. D'où l'importance vraiment de se poser la question c'est quoi les valeurs que j'ai moi? Et elles peuvent être évidemment différentes de la famille d'à côté. Et comment est-ce que moi j'ai envie de les transmettre? Et qu'est-ce que je priorise? Parce que je ne peux pas évidemment tout prioriser. Et puis, c'est important de se le rappeler, on a 18 ans pour élever nos enfants. Et parfois plus, pour ceux qui font les tanguis à la maison. Et puis, dans le respect mutuel, il y a bien sûr la coparentalité, l'équipe parentale, pour les personnes en tout cas qui sont en couple, parce que je pense aussi aux parents solo.
Et même s'il y a des parents solo, même pour les parents séparés, hein, c'est aussi valable. Parce que la coparentalité, c'est le fait que le parent joue son rôle parental et remplisse ses responsabilités parentales. Et donc, qui dit coparentalité dit que les deux parents sont censés être dans le même bateau. Et donc, voilà quelques photos ici de bateaux. Et je vous invite à vous poser la question, vous vous sentez dans quel bateau? Et puis, votre partenaire, ou le parent même avec qui vous êtes séparés peut-être, dans quel bateau il peut se sentir. Et puis, pour vraiment faire équipe, dans l'idéal, il faudrait qu'on rejoigne quel bateau? La coparentalité, en tout cas, c'est toute une toile d'araignée qui amène plusieurs éléments. Le premier, l'accord sur les valeurs éducatives. Encore une fois, quelles sont nos valeurs? Et puis, c'est important de savoir quelles sont les valeurs de chacun, parce que les valeurs, elles peuvent être différentes. Et c'est OK qu'elles soient différentes, parce qu'elles peuvent aussi être complémentaires. En revanche, c'est important d'avoir au moins quelques-unes, si possible, qui soient communes. Mais si je pense à deux parents où l'un est plutôt en faveur de lâcher prise et de laisser très libre l'enfant, et puis que l'autre a plutôt tendance à surprotéger, à vouloir beaucoup sécuriser l'enfant, eh bien, c'est peut-être pas si mal que ça, au sens où l'enfant, il va prendre un peu des deux, et qu'à la fin, peut-être, ça va lui permettre d'apprendre que il peut sortir de sa zone de confort, il peut être avec une certaine liberté, et en même temps, en gardant l'importance d'être en sécurité. Le soutien, il est important, notamment dans les interventions vis-à-vis des enfants. Si à un moment donné, un des parents souhaite mettre une conséquence suite à un comportement inapproprié de l'enfant, et si l'autre parent arrive en disant mais non, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord avec toi et désapprouve finalement ce qui a été fait, ça met en porte-à-faux le partenaire et ça décrédibilise le partenaire. Et donc vis-à-vis de l'enfant, ça amène de l'insécurité. Donc tant que faire se peut, cette cohérence parentale, elle est importante. Et cette cohérence parentale, elle peut se faire que si elle est discutée, anticipée, posée en amont, entre les deux parents. Le partage des tâches, parce que être parent, il y a beaucoup de tâches. Il y a les tâches ménagères, bien sûr. Il y a les tâches liées à l'école. Il y a les tâches liées aux responsabilités financières. Il y a les tâches liées à faire les trajets, à s'occuper des activités périscolaires. Et j'en oublie encore certainement. Donc, comment est-ce qu'on se répartit la tâche? Est-ce que c'est équilibré ou pas? Et est-ce que je tiens compte des compétences et des forces de chacun? Et peut-être que dans une famille, ce sera complètement différent dans une autre. Peut-être que dans une famille, il y a un papa qui adore cuisiner et c'est lui qui va s'occuper des courses et de la cuisine. Et dans une autre famille, peut-être que ce sera maman. Mais si le papa, il adore faire les courses, il adore cuisiner, pourquoi pas? On le voit souvent. La proximité accrue, ça, c'est le fait de pouvoir, évidemment, on le sait, quand on devient parent, ça chamboule un peu tout. Ça chamboule nos activités, ça chamboule notre vie personnelle. Est-ce qu'on reste en proximité malgré tout? Est-ce qu'on préserve notre couple? Est-ce qu'on vit encore des activités dans le couple? Ou bien est-ce que on s'oublie, soi, mais aussi le couple pour les enfants? Ça, c'est important, évidemment, de préserver cette proximité pour le bien-être global de la famille et tout un chacun. L'approbation de rôle, ça, c'est le fait de pouvoir encourager et nommer ce qu'on apprécie dans ce que l'autre parent fait de bon ou de bien pour la famille. Ah, j'ai vraiment apprécié parce que tu as fait preuve d'une grande patience tout à l'heure quand Arthur, il a fait une grosse crise de colère. Moi, vraiment, j'avais pas du tout l'énergie à ce moment-là pour la gérer. Je te remercie parce que vraiment, tu as fait preuve de patience et quel soutien, quel soulagement. Je peux compter sur toi et ça, c'est appréciable pour moi. Et parfois, ça, on oublie d'aller valoriser ce que l'autre parent a fait de soutenant, de bon, d'encourageant, de bien pour le développement de l'enfant ou pour le bien de la famille. Et gestion constructive des conflits, c'est comment est-ce qu'on gère les conflits ensemble, comment est-ce qu'on gère le stress ou pas ensemble.
Tout ça, ça s'apprend. Tout ça, c'est important évidemment de faire équipe par rapport à tous ces éléments-là. Sinon, ça peut évidemment mettre en déséquilibre la famille. Donc voilà, en tout cas, en fonction de là où vous en êtes, vous, dans votre coparentalité, ça permet peut-être de la re-questionner, ou en tout cas de vous dire, ben, tiens, si j'avais à retravailler ou repositionner quelque chose parmi ces éléments-là, ce serait quoi? Et je discutais avec une amie il y a quelques semaines, c'était rigolo, elle avait rencontré une dame, ça fait plus de 60 ans qu'elle est mariée avec son mari, et elle lui avait posé la question, mais comment t'as fait pour rester aussi longtemps avec ton mari? Parce que plus de 60 ans, c'est quand même bravo. Et elle disait, ben, assez régulièrement avec mon mari, je renégociais le contrat. Et c'est ça qui a permis de maintenir le couple dans la durée. Hein, c'est cette renégociation de contrat régulière. Donc, je vous invite, mesdames, messieurs, peut-être pourquoi pas ce week-end, à renégocier le contrat avec ces éléments de la coparentalité. Le conseil des familles. On peut d'ailleurs, j'encourage aussi à faire un conseil de parents, c'est-à-dire se donner rendez-vous une fois par mois, pourquoi pas, ou une fois par trimestre, se dire, OK, comment ça se passe dans la famille? On en est où sur notre toile d'araignée? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? D'avoir ce rituel aussi entre parents peut vraiment aider. Et puis, le conseil des familles, donc parents et enfants, de pouvoir partager qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui est plus difficile peut-être, quelles solutions on peut trouver ensemble pour que la situation s'améliore. Quel projet on décide de faire ensemble et comment chacun y participe, y contribue. L'idée étant de pouvoir faire de ce moment un moment de partage, de coopération et aussi de pouvoir justement régler les tensions, les difficultés qui se passent dans la famille. Donc ce conseil des familles, ça peut être hebdomadaire, ça peut être mensuel. Pour les petits, j'ai plutôt tendance, plus c'est fréquent, mieux c'est. Pour les ados, on peut un petit peu éloigner les temps. Mais c'est important que ce soit ritualisé, que ce soit un petit peu comme un rendez-vous, pris. Et on peut profiter, je ne sais pas, pourquoi pas, du dimanche soir en disant, bah, tiens, dimanche soir, c'est conseil de famille et c'est soirée pizza. Comme ça, on couple un moment agréable à ce moment de partage en famille. Et ça fait bien sûr, évidemment, les rituels. Soirée pizza, événements sportifs, atelier cuisine, juste passer un bon moment sur le canapé devant une série Netflix ou un bon film. Ces moments, ils sont hyper importants parce que si vous repensez, vous, à votre enfance, probablement, vous allez repenser à des moments qui étaient ritualisés. Parce que c'est des moments qui vont être ancrés parce que répétitifs. Et donc, ces moments, ils structurent beaucoup aussi les enfants. Ils sont très sécurisants parce qu'ils savent qu'ils vont avoir ce rendez-vous avec papa, avec maman, avec les frères, les sœurs. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite fortement à créer des rituels en famille en fonction de ce qui vous fait plaisir, de ce qui vous fait du bien, pour que chacun s'y retrouve et que ce soit un vrai moment de partage et de plaisir. Dernière partie de cette conférence, comment intervenir avec respect tout en suscitant coopération. Comment est-ce qu'on peut intervenir, nous, en tant que parents? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Quelques ressources, quelques outils, parce qu'évidemment, il y en a bien d'autres, mais j'ai dû faire une sélection. Premier élément, c'est le principe des chips molles, toujours qui nous vient de notre chère Nancy Doyon, de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a cette image avec les chips croustillantes à droite, appétissantes, qui donnent envie, et puis à gauche, les chips plutôt un peu molles. Vous savez, les chips que mamie, elle a gardées dans son placard et qu'elle ressort aux petits-enfants. Les chips, elles représentent l'attention qu'on offre à nos enfants. Est-ce que l'attention que j'offre à mon enfant, elle est plutôt croustillante ou elle est plutôt désagréable? Parce que en fonction de l'attention que je porte à mon enfant, est-ce que quand je lui porte attention, c'est par rapport à des comportements inappropriés? Ou est-ce que quand je porte attention, c'est des comportements que j'ai appréciés et que j'attendais de sa part et que je relève? Est-ce que je me concentre sur les fleurs ou est-ce que je me concentre sur les mauvaises herbes? Plus je vais lui présenter le bol de petites molles, plus il va avoir tendance du coup à manger ce bol de chips. Entre les deux, il va préférer évidemment les chips croustillantes.
Mais si en tant que parent, je suis vraiment concentrée que sur ce qui se passe mal à la maison, ce qui ne fonctionne pas bien, les comportements inadaptés, les frustrations, les crises, les colères, et que je n'ai tendance à ne voir que ça, et que du coup, je ne présente à mon enfant que le bol de chips molles, ben, il va apprendre que l'attention, elle vient que quand je suis dans des puits de reproches, dans des menaces, dans les réflexions. Et il va se nourrir de ça. Et petit à petit, il va se dire que ben, finalement, j'ai l'attention de mon parent que quand je suis dans des comportements inappropriés ou négatifs. Et il va préférer prendre ce bol-là, même si on lui présente le bol de chips croustillantes, parce qu'il sait et qu'il a l'habitude que j'ai l'attention de papa-maman quand je suis dans des comportements inappropriés. Donc l'idée, c'est d'avoir en tête de présenter chaque jour ben, le bol de chips croustillantes. En tout cas, le ratio idéal serait 3 pour 1. 3 bols de chips croustillantes pour 3 bols de chips molles. Alors, sur toute une semaine, s'il y a un déséquilibre, ce n'est pas très grave, hein, mais l'important en tout cas, c'est qu'il y ait davantage d'interaction dans nos façons d'intervenir, que ce soit plutôt en lien avec les comportements qu'on attend de l'enfant, qui sont chouettes, qui sont des moments de partage, des moments de qualité, plutôt que des critiques, des puits de reproches, des ramasse ton linge sale, fais tes devoirs. Si on est dans des interventions qui ont plutôt tendance à présenter un bol de petits small, ben ça va petit à petit, le risque en tout cas, dégrader la relation. Donc, avoir en tête et se demander la question, ben, qu'est-ce que je présente moi comme bol de chips à mon enfant au quotidien? 10 pièges à éviter par rapport justement à cette coopération. Ben, réagir à chaud. Si je réagis à chaud, je surréagis, ben, évidemment, ça affecte la relation. Si j'ai tendance à nommer la conséquence pendant la crise. Parfois, nous, les parents, on a tendance, quand il y a une crise, à ben, nous aussi avoir les émotions qui débordent, à surréagir et puis à prononcer une menace ou une conséquence à l'enfant. Et en général, il vaut mieux pas le faire à ce moment-là parce que souvent c'est disproportionné, souvent on le regrette et puis parfois, du coup, on l'applique pas. Donc, il vaut mieux dire que, oulala, là, ton comportement, il vaut vraiment une conséquence. C'est pas possible. Dans nos règles, dans notre feu de circulation, ça, c'est interdit à la maison. Ça vaut conséquence. Je sais pas encore quoi. Je vais me calmer pompon. Tu vas te calmer le pompon et puis on en reparle plus tard. Par contre, si je dis ça, il faut vraiment que j'en reparle plus tard. Donner une consigne trop rapidement et sur un ton agressif, ça, il y a peu de chances que l'enfant collabore. Si votre partenaire vous dit ouais chérie, vas-y, va faire la vaisselle, est-ce que ça va vous donner envie d'aller faire la vaisselle? Je suis pas sûre. S'il vous dit ah chérie, je suis désolée, là je suis fatiguée ce soir, d'habitude c'est moi qui fais la vaisselle, mais est-ce que tu peux prendre le relais s'il te plaît ce soir? Il y a plus de chances que vous soyez dans la coopération. Bah, c'est la même chose pour nos enfants. Être imprévisible dans nos interventions. Si je suis trop imprévisible à chaque fois que je réagis dans ma façon d'intervenir auprès des enfants, ça crée de l'insécurité. D'où là encore l'importance du cadre et que ce soit bien clair et prévisible pour les enfants. Et ça, pour les enfants qui sont dans la neurodiversité, c'est hyper important. Ils ont besoin de sécurité, ils ont besoin que le cadre soit prévisible. Au moins, ils sont au courant de ce qui va se passer s'ils font le choix de ne pas respecter la consigne ou les règles. Les menaces, le sarcasme, qui est très délétère par rapport à l'estime de soi et la confiance en soi des enfants. On peut utiliser bien sûr l'humour, mais attention au sarcasme. Les cris, les exceptions à répétition, du coup je suis plus crédible. Les puits de reproches, on en a parlé, et puis j'en avais parlé aussi tout à l'heure, hein, le fait d'alterner l'extrême fermeté avec l'extrême bienveillance, hein, c'est très insécurisant pour les enfants. Du coup, c'est quoi les attitudes gagnantes? Parce que c'est bien beau de mettre les pièges, mais du coup, qu'est-ce qui va permettre davantage la coopération? Ben, sans surprise, la fermeté et la bienveillance à la fois. Choisir nos priorités d'intervention et avoir un plan d'action dans la durée. C'est quoi nos règles? C'est quoi notre matrice des attentes? Sur quoi j'ai envie de travailler en ce moment parce que ça pose vraiment des difficultés dans la famille, dans l'ambiance, dans le climat familial. Sachant qu'encore une fois, vous avez 18 ans pour élever votre enfant. Donc, un pas après l'autre,
Ne cherchez pas à tout gérer, à tout faire apprendre en même temps, parce que vous allez vous éperpiller, vous allez perdre patience. Vos enfants, ils vont pas s'y retrouver parce que ça va être trop confus pour eux, trop imprévisible. Donc, ça va être déjà mieux pour vous, mais aussi pour vos enfants. Le cadre clair, hein, je vous en ai parlé, être prévisible dans nos interventions, que la consigne elle soit claire et courte. Je m'écoutais tout à l'heure chez Marie-Annick et Christian, j'avais mon fils au téléphone et je disais, bon, mon chéri, tu sais que ce soir, du coup, tu vas être tout seul, alors tu sais ta basket, tu as le plat au congélateur pour ce soir, t'oublies pas de te coucher à telle heure, et puis tu m'envoies un texto quand tu rentres, et dans ma tête, j'étais là, mais attends, Emmanuel, t'as donné combien de consignes en fait? En fait, il m'a dit oui, oui à la fin, mais je suis sûre qu'il n'a rien retenu parce qu'il y avait beaucoup trop de consignes. Hein. Donc, une consigne à la fois. Hein. Ne faites pas ce que j'ai fait avec mon fils à midi. Une consigne à la fois et courte. Parce que si c'est trop long, bah, il ne vous écoute plus, il vous perd. Donc, apprendre à se taire, apprendre à faire court. Hein. On sera beaucoup plus efficace dans nos interactions avec nos enfants. Accepter de faire vivre de l'inconfort à nos enfants. Je l'ai dit au tout début, l'inconfort fait partie de la vie, qu'on le veuille ou non. On a toujours du mal à ce que nos enfants ils vivent des émotions désagréables, ils vivent des frustrations, évidemment, on n'aime pas les voir dans une situation de mal-être. Et pourtant, la vie va faire qu'ils vont vivre des situations agréables, désagréables. Donc, plus tôt ils en vivent, plus tôt ils apprennent à les vivre, hein, mieux c'est. Donc, l'idée, c'est pas d'éviter les frustrations, mais c'est plutôt de leur apprendre à vivre avec. Faire vivre les conséquences des choix de nos enfants, je vais en reparler juste après. Différer sa réaction et l'annonce d'une conséquence, hein, ne pas réagir à chaud, mais plutôt dire « Ouh là, t'es en colère, je suis en colère, il n'y a rien de bon qui va ressortir, chacun va se calmer le pompon dans sa chambre, on va respirer un bon coup, et puis ensuite on se repart. » Donc reprendre à froid, hein. Toujours reprendre à froid. Et puis, bien sûr, l'écoute, l'empathie, les marques d'affection et les encouragements, les fleurs à arroser, évidemment, en toutes circonstances. Si vous voulez revoir ces deux points, les pièges à éviter et ce qui participe davantage à la coopération, je me suis amusée à faire ce petit document avec deux acrostiches, l'acrostiche exaspération et l'acrostiche coopération. Et donc, exaspération, c'est les pièges à éviter, et coopération, c'est les attitudes gagnantes qui participent à la coopération. Vous avez le petit QR code ici que vous pouvez flasher, et donc vous aurez accès gratuitement à ce petit document si vous voulez l'imprimer, l'afficher quelque part à la maison comme petit mémo. Alors, quoi d'autre aussi? Devant un comportement de feu rouge, c'est important de mettre un stop avec une posture ferme, efficace, mais bien sûr non agressive et non violente. C'est là où, encore une fois, nos règles, notre cadre, notre feu de circulation, ils nous aident. Souviens-toi, quand tu me dis un mot grossier, dans les règles, c'est interdit. Du coup, stop. Je n'accepte pas que tu aies ce vocabulaire à la maison. C'est interdit. Ce langage est interdit chez nous. Et si l'enfant réenchérit et réagit à nouveau, stop. Il n'y a pas de discussion. C'est pas négociable. C'est dans les règles. Et tu connais la conséquence si tu continues encore à le dire et à le faire parce que c'est pas autorisé. J'ai pas crié. J'ai pas fait preuve de violence. Je suis pas montée en surréaction. J'ai été ferme et j'ai mis le stop. Bien sûr que dans ce cadre-là, c'est toujours plus facile qu'à la maison quand on est face à son enfant, qu'on a eu une journée un tant soit peu stressante, fatigante. Mais plus on va s'entraîner, hein, mieux on va y arriver. Et plus vous allez être clair et anticiper le cadre, les règles et avoir votre matrice des attentes avec ce que vous attendez de vos enfants, plus vous allez gagner en sérénité, hein, et en intervention efficace avec vos loulous. Le chaud, le froid, c'est une technique aussi qui marche plutôt bien. On l'a vu avec l'histoire de départ, hein, le fait de ne pas réagir, le silence,
un regard froid, une attitude froide, qui montre qu'on désapprouve le comportement de l'enfant, c'est aussi quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Par contre, évidemment, ça veut dire que quand on a un comportement adapté, quand il y a un comportement qu'on apprécie de nos enfants, quand ils agissent de la façon que l'on attend d'eux, ou en tout cas qu'on apprécie ce qu'ils sont en train de faire, de dire, leur attitude, ben là, c'est important d'être particulièrement chaleureux et affectueux. En tout cas, quand le comportement il est adopté, c'est vraiment important d'être chaleureux, d'amener de la tendresse, de l'affection, parce que quand ça goûte pas bon, il faut que ça goûte bon par ailleurs. Donc, si ça goûte bon, ils vont vouloir refaire les comportements qui goûtent bon, parce que tous les enfants apprécient la chaleur, l'amour, la tendresse, et quand il y en a, ils ont envie d'y revenir. L'intervention du choix. Et là, c'est important de se poser la question, quand on a envie de mettre une conséquence, c'est quoi notre intention? Il y a Jen Nixon qui disait, d'où nous vient cette idée folle que pour qu'un enfant fasse bien, il faut lui faire du mal? Donc, c'est quoi mon intention quand j'ai envie de mettre une conséquence? Est-ce que je veux chercher à faire mal à l'enfant? Est-ce que je veux chercher à ce qu'il comprenne? Est-ce que je veux chercher à lui rendre l'appareil, comme on dit? C'est quoi mon intention? Ou est-ce que je suis vraiment dans l'intention de lui faire apprendre une compétence, une habileté? Est-ce que je suis dans l'intention qu'il assume le choix, enfin les conséquences, pardon, de ses choix? Est-ce que je suis dans l'intention de le rendre plus autonome, plus responsable? L'intention que je vais y mettre derrière, elle est du coup fondamentale. Pour qu'un enfant soit autonome, il a besoin de devenir responsable. Pour être responsable, il a besoin d'assumer les conséquences de ses choix. D'où l'intervention du choix. Tu choisis, tu décides, mais du coup, tu assumes ce que tu choisis. 4 façons de donner le choix. Le faux choix, ça marche bien chez les petits. T'as pas le choix. Aujourd'hui, tu dois te laver. Soit tu prends un bain, soit tu prends une douche. Au bout du compte, tu te laves, mais tu as le choix, du bain ou de la douche. Ou aujourd'hui, tu n'as pas le choix. Hein, tu te laves. Par contre, je te donne le choix. Tu peux te laver avant le repas ou après le repas. Donc ça, c'est le faux choix. Le vrai choix, écoute, je pense à un ado, c'est le repas, on sert du poisson. Ah non, j'aime pas le poisson. Ok, soit il y a le poisson, soit tu as les lasagnes d'hier qui restent et qui sont au frigo. Donc, soit tu manges le poisson, soit tu te prends en main et tu te fais chauffer les lasagnes qui est au frigo. Si tu veux ni l'un ni l'autre, tu te débrouilles et tu cuisines toi-même. C'est un vrai choix. Remplacer le sinon par quand. Euh, tu, euh, euh, tu n'auras pas ton écran. Oui, tu n'auras pas ton temps d'écran. Euh, sinon, ah oui, tu feras. Mince, aidez-moi, je bug. Il est tard. En tout cas, si j'utilise le quand, ça donne tu pourras faire ton temps d'écran quand tu auras fait tes devoirs. Vous savez, j'ai un automatisme qui vient et du coup, j'arrive plus à dire la phrase avec le sinon. Sinon, tu ne regarderas pas la télé. Merci. Fais tes devoirs, sinon tu ne regarderas pas la télé. Merci beaucoup. Hein, fais tes devoirs, sinon tu ne regarderas pas la télé. Plutôt que d'utiliser le sinon, hein, tu pourras faire ton temps d'écran quand tu auras fait tes devoirs. Et dans la manière de recevoir cette consigne, c'est plus efficace avec le quand. Et puis le choix conséquence. En fonction du choix que fait l'enfant, il peut y avoir donc différentes conséquences. On va y venir. Je donne un exemple. Le choix conséquence, l'enfant ne veut pas faire l'exercice de français ou d'anglais qui lui est donné par sa prof d'anglais. Alors, choix conséquence, ok, tu veux pas faire ton devoir d'anglais et tu subiras les conséquences avec la prof d'anglais demain en cours.
Je pense aussi à, tu veux pas réviser ta leçon, du coup, tu auras les conséquences de la note que tu auras. Et puis, ça m'est arrivé plusieurs fois avec mon fils où il voulait pas réviser la leçon. Et ok, tu auras les conséquences de ton choix de ne pas réviser la leçon et qui revenait quand même avec une bonne note. Bon, ça aussi, ça arrive. Hein. Et parfois, il est revenu avec des mauvaises notes. Il a eu la conséquence de son choix. C'est plutôt dans cette idée de tu choisis et tu vis les conséquences. Et parfois, les conséquences, elles peuvent être positives et parfois, elles peuvent être négatives. Il vit les conséquences de ses choix. Sur les conséquences, encore une fois, l'important, c'est vraiment de se poser la question de c'est quoi mon intention? Est-ce que je cherche à responsabiliser mon enfant ou plutôt à lui faire mal pour qu'il fasse mieux? Et donc, ce qu'on appelle, il y a plusieurs types de conséquences. Il peut y avoir des conséquences type logique. Si, par exemple, l'enfant ne veut pas mettre son manteau parce que c'est l'hiver et qu'il fait froid dehors, eh ben, ok, tu ne mets pas ton manteau et puis tu vas avoir la conséquence de, s'il fait froid, d'avoir froid. Alors, on n'a pas envie qu'il revienne malade. N'empêche que si jamais il revient malade le soir, il y a plus de chances qu'il peut-être il ne refasse plus parce qu'il aura vécu évidemment cet inconfort. Donc ça, c'est le choix conséquence qu'on appelle les conséquences naturelles. Les conséquences, en tout cas, alors c'est toujours difficile de savoir qu'il n'y a jamais de bonnes conséquences pour la bonne situation, mais c'est important en tout cas qu'elles soient proportionnelles et pas une disproportion. Hein. Si mon enfant ne veut pas faire ses devoirs et que la conséquence c'est du coup tu seras privé ce week-end d'aller à l'anniversaire de ta copine ou ton copain, là c'est disproportionné. Donc c'est important que la conséquence elle soit proportionnelle, qu'elle soit donc raisonnable, qu'elle soit en lien en tout cas du mieux possible avec la situation de départ. Plus elle est prévisible, plus c'est dans les règles, plus ce sera simple pour nous déjà de les appliquer, et plus ce sera prévisible pour l'enfant, et il aura vraiment fait un choix parce qu'il connaît déjà la conséquence. Donc c'est difficile de vous donner des conséquences en particulier, on pourrait y passer bien plus de temps. Et ça, c'est des échanges aussi qui peuvent être à faire quand on est en tout cas en couple, de pouvoir échanger avec son partenaire pour voir qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conséquence. Ça peut être intéressant aussi des fois d'ailleurs de dialoguer et de voir quand on prépare les règles, de dire vous les enfants, à votre avis, ça vaudrait quoi comme conséquence quand cette règle-là n'est pas respectée. Et très souvent, les enfants sont beaucoup plus sévères avec eux-mêmes. En tout cas, ils proposent des conséquences plus sévères que ce que nous, on aurait pensé, souvent. Et si je suis parent solo, n'hésitez pas à échanger avec une autre maman, un autre papa, à se dire, tiens, quelles conséquences toi tu mets? Et puis voilà, en tout cas, trouver d'autres personnes ressources pour ne pas rester seul, pour vous donner des idées et pouvoir être au clair sur ces conséquences. Évidemment, on ne peut pas anticiper toutes les conséquences, on ne peut pas anticiper toutes les situations. Donc, après, on fait au mieux. Moi, l'astuce que j'aime bien donner, c'est, encore une fois, si vous ne savez pas quelles conséquences ça a, donnez-vous le temps de réfléchir. Là, ton attitude, ton comportement, ça mérite une conséquence. Ce n'est pas acceptable par rapport aux règles de la maison. Je ne sais pas encore quelles conséquences tu vas avoir. Je vais y réfléchir. Je te reviens plus tard. Je respire, je prends le temps d'y réfléchir, à me dire, OK, qu'est-ce qui me semble le plus juste, le plus approprié, qu'est-ce qui me semble le plus responsabilisant, et je me donne le temps de la réflexion. Et je reviens évidemment vers l'enfant pour lui annoncer. Utilise le mot conséquence pour ce qui aurait pu être appelé punition. Non, parce que quand on parle de punition, en tout cas derrière punition, il y a le fait de vouloir faire mal. Il y a le fait de vouloir donner une leçon. Donc c'est pour ça que je parlais d'intention tout à l'heure. Mais parfois, on peut confondre, ou en tout cas nommer conséquence et avoir derrière l'intention de la punition. C'est pour ça. Ouais. Donc non, là, moi, quand je parle de conséquences, c'est vraiment avec cette intention de responsabiliser l'enfant, de lui faire assumer les conséquences de ses choix, mais vraiment dans une intention de responsabiliser et de rendre autonome l'enfant. Si je donne un autre exemple, supposons que vous avez un enfant, je ne sais pas, de 8 ans qui vient de recevoir un joli vélo
Et puis, la règle, c'est de circuler avec son nouveau vélo dans un certain périmètre. Si jamais il franchit le périmètre, il y a une conséquence. Et la conséquence, c'est qu'il est privé de vélo pour le reste de la journée ou le reste de la semaine, à vous de voir en fonction de ce qui vous convient, ce qui vous semble juste. Et puis, l'enfant prend son vélo et il sort du périmètre. Conséquence, je prends le vélo, je le mets dans le garage et tu seras privé de vélo toute la journée, toute la semaine. Et puis, évidemment, certains enfants vont aller rechercher le vélo et dire, je vais rechercher le vélo. J'y ai pas le droit, mais j'y vais quand même. Donc là, et là, c'était pas prévu au programme. Donc là, on peut revenir vers l'enfant en disant, OK, là, je suis en train de voir que tu prends le vélo. Tu sais que la conséquence, c'était que tu n'as pas respecté le périmètre, que la conséquence, c'était que tu es privé de vélo toute la semaine. Et là, tu es en train de reprendre le vélo alors que tu n'as pas le droit. C'est ton choix. Soit tu vas reposer le vélo et puis il ne se passe rien. Soit tu continues avec le vélo et tu auras une conséquence. Quelle conséquence j'aurai? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle sera à la hauteur de la gravité du choix que tu vas faire là maintenant si tu prends le vélo alors que tu n'es pas autorisé et que tu es sanctionné par rapport à ce que tu as choisi avant. Si l'enfant il prend le vélo, on réfléchit et on voit ce qu'on peut mettre comme conséquence. S'il ne le prend pas et qu'il le remet, il a fait le bon choix. C'est vraiment ça, le choix de conséquence. Et bien sûr, on encourage, on encourage, on encourage, on encourage. On arrose les fleurs. Merci de m'avoir aidé à mettre la table. Ça m'a vraiment aidé et du coup, j'ai plus de temps. C'est chouette. On pourra prendre le temps de lire une histoire ou de faire un câlin. J'ai vu que vous aviez joué entre frères et sœurs de façon agréable, respectueuse, gentiment, vous avez pris du plaisir. Ah, qu'est-ce que c'était chouette de vous voir jouer ensemble comme ça, avec cette si belle coopération. Ah, j'ai vu que tout à l'heure, ton frère, il t'a dit des mots blessants et que tu l'as pas tapé, mais que tu es parti dans ta chambre retrouver ton calme et que tu as pu lui dire que ce qu'il t'avait dit, c'était blessant. Donc, tu as réussi à exprimer ce que tu ressentais. Donc, bravo pour ça. Bref, encourager, encourager, encourager. Pour ça, j'ai créé aussi un petit outil avec des petits mots doux que vous pouvez imprimer, découper et aller cacher dans le cartable, sous l'oreiller, dans l'armoire à vêtements, sous l'assiette, avant de démarrer le repas, qui sont des petits mots doux, voilà, pour recréer du lien, nourrir la confiance, nourrir la tendresse avec nos enfants. Voilà, un petit outil que vous pouvez utiliser à glisser, pourquoi pas, dans un cahier. Et donc, quand ils ouvrent à l'école, ils voient le petit mot doux. Voilà, ça, c'est un beau geste d'encouragement. Moi, je ne le ferais pas, ça. Parce que si le petit moudou, il tombe dans l'allée et il est vu par un copain, c'est la risée. L'enfant devient la risée de son groupe de camarades. Ça dépend de l'enfant, ça dépend du contexte. Si tu le sens pas, tu le fais pas et puis tu le mets ailleurs. Mais si tu le sens, pourquoi pas? Ça va vraiment dépendre des enfants, des familles, de l'environnement. Et puis, dernier outil important qui est très lié évidemment à l'empathie, à l'écoute. Plus on va être dans l'accueil de ce que vit notre enfant, plus on va évidemment créer du lien. Bon, ça, c'est une petite méthode coach de Nancy Doyon. Ou alors le premier C, donc c'est très québécois, camper le problème, qu'on peut utiliser avec les petits comme avec les plus grands, comme avec les ados, dans cette idée de nommer la difficulté qu'on est en train de vivre en ce moment. Mais en ce moment, je remarque que quand tu rentres le soir du collège ou de l'école, je vois que tu es agacé, je vois que je te sens pas bien, je vois que tu dis des gros mots alors que d'habitude tu disais pas. Donc, je m'inquiète. Qu'est-ce qui se passe pour toi en ce moment? Est-ce que ça va bien à l'école ou pas? Et puis ensuite, on laisse l'enfant s'exprimer, parler. Et puis, donc ça, c'est observer, vraiment accueillir la parole et l'émotion de son enfant.
Accueillir, affirmer. Ben, je comprends que tu vives des choses difficiles à l'école, c'est vrai que c'est pas facile, c'est normal, on a besoin de vider notre sac à ordures. Ben, du coup, qu'est-ce que tu pourrais faire pour vider ton sac à ordures pour que ça reste respectueux pour papa, pour maman, pour tes frères et sœurs? Parce que quand tu dis des mots comme tu l'as dit ces derniers jours, ben, tu sais que c'est interdit et que ça fait pas partie des règles de la maison. Qu'est-ce que tu proposes pour ça? Est-ce que tu as des idées? Collaborer, on échange, on essaye de voir ses idées, on peut apporter les nôtres. Hein. Et puis on se met d'accord. Ok, ben, pendant les prochains jours, taper sur un punching ball, ça te fait du bien. Et ben du coup, quand tu rentres de l'école, tu prends 5 minutes pour taper sur ton punching ball avant de venir parler ou d'interagir avec les frères et sœurs ou la famille. Qu'est-ce que tu en penses? Allez, on essaye pendant plusieurs jours et puis à la fin de la semaine ou la semaine prochaine, on voit ce que ça donne. Ça, c'est le harmoniser pour revenir voir si ça fonctionne ou pas. Pour appliquer cette méthode-là, nous, notre état émotionnel, ben, il doit être serein. On doit être disponible dans notre tête, dans notre cœur. Je ne peux pas appliquer cette méthode si je suis moi-même dans un état émotionnel où je me sens agacée, où je me sens stressée, où je me sens particulièrement fatiguée. Donc, choisir le bon moment, évidemment. Sinon, on risque d'être dans un échange qui ne soit pas constructif et qui soit contre-productif. Et puis, ben, utiliser l'humour, la légèreté, hein, parce qu'on en a tellement besoin dans notre quotidien. Rire avec nos enfants, blaguer avec nos enfants, leur demander ben, qu'est-ce qui a été drôle aujourd'hui. Moi, mon fils, souvent en ce moment, c'est maman, regarde, là, je te montre des vidéos qui m'ont fait rire. Alors voilà, alors c'est TikTok. Bon, mais je connecte. Allez, montre-moi mon chéri. Ouais, TikTok, trop bien. Mais on partage un moment, je regarde ses vidéos, il est content. Et puis des fois, franchement, c'est rigolo. Bon, des fois, ça ne fait pas rire du tout. Mais des fois, c'est rigolo et on rigole ensemble. Donc, l'humour, la légèreté. Et du coup, ben, pour finir, un petit défi que je vous propose à faire en famille. Hein, 3 choses drôles. Demain, quand vous serez autour de votre repas familial ou ce week-end, peu importe, à vous de choisir, ben, je vous invite à ce que chaque membre de la famille partage 3 choses drôles vécues au cours de la semaine. Petit moment de partage autour de choses drôles que vous avez vécues cette semaine. Ça n'a pas besoin d'être des grandes choses, hein, ça peut être des petites choses, mais 3 choses drôles que vous pouvez relever. Et je voulais finir par une histoire. C'est l'histoire des 2 loups. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais je trouvais que c'était une belle conclusion à ce thème. C'est un vieil Indien Cherokee qui racontait la vie à ses petits-enfants. Et il leur dit: je ressens un grand tourment, mes chers petits-enfants. Dans mon âme se joue présentement une grande bataille. 2 loups se confrontent. Un des loups est méchant. Il est la peur, la colère, l'envie, la peine, les regrets, l'avidité, l'arrogance, l'apitoiement, la culpabilité, les ressentiments, le mensonge, la compétition, l'orgueil. L'autre loup est bon. Il est la joie, la paix, l'amour, l'espoir, le partage, la coopération, la générosité, la compassion, l'écoute, la confiance, l'encouragement. La même bataille se joue présentement en vous, mes chers petits-enfants. En fait, en chacun de nous. Et silencieux, les enfants réfléchissent, et puis l'un d'eux dit: mais grand-papa, lequel des loups va gagner? Et le vieux Cherokee répond tout simplement: mon cher petit enfant, celui qui gagnera est celui que tu vas nourrir le plus. Voilà, et puis toujours, parce que ça c'est important pour moi, de se poser la question, quel va être votre prochain petit pas? Est-ce que cette conférence, elle a fait une différence pour vous ou pas? Si oui, ben, quelle différence? Avec quoi vous repartez d'utile? Et quel sera votre prochain petit pas envers la coopération, ou en tout cas votre vie de famille? Et puis, c'est le temps des questions-réponses. Merci à tout le monde pour votre attention. Alors, moi, ce que j'ai
ce que j'ai retrouvé, il y a des situations de salle de classe, c'est absolument extraordinaire. Je ne sais plus sur quel tableau il y a eu à 2 reprises, je me suis dit, ça c'est l'histoire d'une salle de cours. Il y a eu certains tableaux où c'était la même histoire qu'une relation dans une salle de cours. Et effectivement, c'est vraiment transposable. Hein, la vie de famille, la vie professionnelle, voilà. Compétences transverses. Oui, tout à fait. C'est vraiment ce qu'on retrouve. J'ai une question. Ouais. Est-ce qu'il y a des noms de livres à conseiller? Ah, oui, alors ce que je ferais, c'est que, oui, j'en ai plein, forcément, en tout cas, un certain nombre. Donc, je pourrais envoyer une bibliographie et vous le mettrez sur le site. Oui, hein oui. On va Puis faire comme ça, le fera passer, ce sera plus simple. on le fera passer. Bon, une fois de plus, c'était très riche. Et comme c'est très riche, on a. Voilà quoi. Hein, il faut la cibler. Et puis, ça fait écho. Enfin, moi, avec ma longue vie, ça fait beaucoup plus écho pour la vôtre, qui avait une jeune vie. Et moi, avec toutes ces décennies, j'avoue qu'entre notre propre enfance, notre arrivée des enfants avec tout ce que ça suppose comme bouleversement, comme difficulté, comme adaptation, comme interrogation, j'ai beaucoup aimé ton passage où, entre le parent idéal et la réalité du parent et cette espèce de culpabilité que l'on a. Enfin bon, moi, les gens de ma génération, on ne nous a pas déculpabilisés. Hein. Il n'y avait pas de conférences, il n'y avait pas cette approche de la parentalité. On se débrouillait tout seul avec notre culpabilité et nos interrogations. Et d'ailleurs, je me demande si je n'ai pas fait cette association justement pour revisiter tout ce temps de la parentalité qui questionne quand même. Hein. Oui, Christian. Une autre question a été posée. On demande un exemple pour quand on demande de mettre la table et que l'enfant répond simplement non. Quelle est la règle déjà? Quelle est la règle à la maison? Est-ce que la règle, c'est l'enfant doit mettre la table ou pas? Parce que s'il y a une règle, du coup, elle doit s'appliquer. Et donc, si on a bien fait notre boulot de règles établies et que, du coup, normalement, on a prévu qu'est-ce qui se passe si jamais le comportement il n'est pas fait. Donc, quelles conséquences ça peut avoir si c'est vraiment une valeur et un enjeu important. Ou alors, c'est la technique du chaud-froid. Tu m'as dit non tout à l'heure, et je te dis non à mon tour. Donc, je suis froide et du coup, je ne suis pas chaleureuse. Donc, si après l'enfant fait une demande, on dit non. On renvoie la froideur que lui nous a renvoyée quelque part. Ça peut être une façon de faire. Hein. Il peut y en avoir plein d'autres, évidemment. Ou alors, on estime, si on regarde notre iceberg, que tout comportement a une raison d'être, et peut-être on sait que sa journée à notre cher loulou, elle n'a pas été très bonne et que ça a été vraiment compliqué, et que voilà, on a tous des moments où on vit et on passe des moments un peu difficiles. Là, il a dit non, je sais que sa journée a été difficile, je lâche prise tout simplement, et puis je passe à autre chose, et ça peut être ça aussi. Autre question. Que pensez-vous d'un tableau de valorisation avec des points gagnés? Pour rentrer dans l'éducation nationale, c'est commencer à vouloir à mettre des notes en tant que parent. Hein. Alors, ça vient beaucoup, je pense, de Barclay, hein, sur notamment le système de récompense des enfants TDAH. Je ne sais pas si c'est le cas pour la question qui est posée là. Alors, je vais reprendre des mots, pour le coup, que disait Nancy Doyon, qui n'était pas forcément, elle, favorable à ce système de récompense-là. Et au début, je suis la main mince, alors que dans tous les programmes de parentalité, d'accompagnement en guidance avec les enfants de ce profil-là, c'est souvent ce qui est partagé. Donc, j'ai écouté avec beaucoup d'attention et en fait, je trouvais qu'elle avait quelque part raison au sens où ça demande quand même beaucoup de suivi de notre part. Et que moi, le peu que j'ai essayé, en fait, je ne suis pas trop arrivée parce que ça me demandait trop d'attention ou de suivi, que je n'étais pas en capacité
voilà, de faire. Que ça peut marcher à court terme, mais bon, ça a plus ou moins d'effet. Mais là encore, j'ai envie de dire, à vous d'essayer, de voir ce que ça donne, parce que si c'est efficace pour vous et que c'est efficace dans la relation avec votre enfant et qu'au final, parce que vous attendez de ce système-là, ça fonctionne, ben, pourquoi pas ne pas le faire, hein. On dit toujours, quand ça fonctionne, faites-le, et quand ça fonctionne pas, changez. Après, l'option que Nancy Doyon, elle partageait, et là où mais moi, je me suis mieux retrouvée, c'est plutôt le système des bons coups. Parce que, et je m'explique, le système des jetons ou de récompenses, souvent c'est lié à une tâche ou à un comportement en particulier. Là, je trouve que son système, il était plus souple, c'était de dire, par exemple, d'avoir des petits cœurs en plastique ou peu importe, petit objet, bref, et d'avoir un petit bocal. Et à chaque fois que l'enfant a un comportement agréable, un comportement vraiment particulièrement chouette, ou en tout cas qu'on a envie de valoriser, et ben on prend ce petit cœur et puis lui dit, ah chouette, j'ai vraiment apprécié ton attitude, ce que tu as dit, ce que tu as fait, et on précise le quoi euh, parce que c'est beaucoup plus encourageant et ça participe davantage à la confiance en soi de l'enfant, et de mettre le petit cœur dans le bocal. Et puis on peut se dire, bah, quand il y a 10 cœurs ou 15 cœurs, ça donne droit à tel ou tel privilège, comme par exemple bah, une soirée télé avec maman, ou une bataille de Guilly, ou le droit à faire des cookies pour le goûter du dimanche. Bon, je dis tout ce qui me passe par la tête. Mais du coup, c'est plus souple au sens où il n'y a pas le système de suivi par rapport à une tâche en particulier. Et en même temps, on valorise quand même les bons comportements de l'enfant. Et je trouve que c'est un peu plus souple euh, voilà, pour le parent à mettre en place. Mais après, ça reste voilà, un partage, mais j'insisterai jamais sur il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui vous convient et ce qui convient à l'enfant. Des fois, ça convient à l'enfant, des fois, ça convient pas. Testez et puis voyez ce qui fonctionne. Et bien sûr que tout ce que j'ai partagé ce soir, c'est certainement pas à appliquer à la lettre. Vraiment, repartez avec ce qui est utile pour vous, ce qui peut faire une différence dès demain dans vos familles. Une chose, s'il y a une chose qui a été pour vous utile ce soir, ben c'est quoi? Et à son rythme, petit pas par petit pas, qu'est-ce qui est accessible pour vous? Qu'est-ce qui fait sens? Vraiment s'écouter, se faire confiance aussi en tant que parent. Et oui, non, surtout pas. On reste pas appuyé sur le bouton de culpabilité. Et on se responsabilise et on fait du mieux qu'on peut en choisissant ce qui va faire la différence pour soi et pour sa famille. Moi, je sais que chez moi, j'ai mis des choses en place que je vais modifier parce que voilà, les règles, on les a faites, mais c'est vrai que j'en ai parlé à mes enfants, mais on ne s'est pas mis à table à quatre en disant, bah voilà, on les fait tous ensemble. Donc ça, c'est peut-être à modifier aussi. Pareil, au niveau mon fils est allé voir une kinésiologue et elle nous avait expliqué qu'au lieu de dire à l'enfant, bah voilà, t'as fait ça, donc du coup, tu n'as pas, je t'interdis de télé, elle nous avait dit de mettre en place toute la semaine, par rapport aux règles de la maison, à la fin de la journée, on voit si ça s'est bien passé. Donc, tu as un bonhomme qui sourit, un bonhomme moyen ou un bonhomme qui ne sourit pas. Et à la fin de la semaine, bon, bah, tu as 7 bonhommes qui sourient, tu as le droit à ça. Donc, ça peut être un 30 minutes de télé, inviter un copain, une soirée. Enfin, si tu en as 5, bon, bah, tu as le droit à ça. Bon, bah, et puis si tu n'en as pas beaucoup, bah, voilà, à la fin de la semaine, tu n'as le droit à rien. Mais c'est vrai que ça tient sur un moment. Et puis, bah, on ne tient pas jusqu'au bout. Parce que toutes les semaines, c'est vrai que les semaines sont plus ou moins chargées que d'autres. Voilà. Donc, peut-être faire quelque chose en général et pas sur chaque jour. Parce qu'il y a des jours où on n'a pas le temps de faire le soir. Juste, je rebondis sur ce que vous disiez sur revoir les règles avec les enfants. Oui, bien sûr, de façon coopérative. Et encore une fois, ils sont très créatifs et plus créatifs que nous souvent. C'est important en revanche que de donner l'espace de parole à l'enfant. Au final, c'est quand même le parent qui décide parce que c'est le parent. Voilà. Ça, c'est important. Et on peut prendre en compte évidemment ce que disent l'enfant et faire le choix de ce qu'ils ont proposé, mais on n'est pas obligé de le faire parce qu'au final, on est le parent et on est celui qui est responsable et qui du coup prend la décision. Ça, c'est important parce que c'est notre rôle.
En tout Par cas, un de grand là, merci pour les personnes qui se sont déplacées. Merci aussi pour les personnes qui étaient en visio devant leur ordi d'avoir pris ce temps. Et moi, je vous invite aussi à vous féliciter d'avoir pris ce temps pour prendre soin de vous, prendre soin de votre famille. Tout le monde ne le fait pas, donc c'est courageux de votre part et bravo pour ça. Vous pouvez être fiers de vous et vous remercier. Aussi, voilà, la gratitude, c'est aussi pour soi. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Merci à tout le monde. Au revoir à tout le monde et à très bientôt. Au revoir tout le monde. Prenez soin de vous.